Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un homme dont l'histoire n'a pas retenu le véritable nom. Il faut dire que ce menteur professionnel était passé maître dans la multiplication des fausses identités, jusqu'à une quarantaine. Mais c'est en tant que Victor Lustig qu'il entre dans l'histoire parmi les escrocs les plus mémorables. C'est en effet sous ce nom que l'homme va tenter de vendre, non pas une fois, mais bien deux fois le monument le plus célèbre de Paris. Avec le recul, peu d'arnaques illustrent aussi bien que celle-ci l'expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Pour ce Lustig, on pourrait même la réécrire ainsi « plus c'est haut, plus ça passe ». Vous voulez en savoir plus sur Victor Lustig? Venez avec moi. Construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel était destinée à être démontée à la fin de la concession de 30 ans qui avait été accordée à ses bâtisseurs, Gustave Eiffel. Dans les années qui suivirent l'exposition, sa fréquentation baisse régulièrement, ce qui rend son exploitation et son entretien problématiques. La presse s'en fait écho. Cette idée que la tour n'était pas destinée à être permanente dans le paysage parisien a fortement aidé à l'escroquerie de Lustig. Même si son exploitation avait été reconduite pour 70 ans en 1910. Au milieu des années 1920, la tour Eiffel venait de perdre son principal protecteur et promoteur, Gustave Eiffel, décédé en 1923. Apprenant dans la presse la santé financière moins florissante de l'exploitation du monument due à un entretien onéreux et à une baisse de fréquentation, Lustig élabore un scénario presque plausible, selon lequel le propriétaire de la tour Eiffel, c'est-à-dire la ville de Paris, aurait pour intention de fermer et démanteler la tour, et donc de mettre en vente son fer. Évidemment, on était loin de la réalité. La pérennité de la tour Eiffel avait été garantie à Gustave Eiffel dans les années 1910, non seulement pour son statut iconique depuis l'exposition universelle de 1889, mais aussi pour ses fonctions stratégiques d'émetteur et récepteur de radiodiffusion. Né en 1890 dans une famille aisée de la région de Bohême dans l'Empire austro-hongrois, Victor Lustig suit des études plutôt brillantes. Mais l'effort et le travail ne l'intéressent pas, et le jeune homme préfère mettre à profit son intelligence pour une activité moins fastidieuse et beaucoup plus lucrative. L'escroquerie. Victor Lustig quitte sa Bohême natale en 1909 et s'installe à Paris. Il débute comme proxénète, rencontre les voyous dans la capitale, puis embarque pour des croisières sur l'Atlantique, à bord de bateaux à vapeur et arnaque aux jeux de cartes de riches vieilles dames. Il s'installe quelques années à New York, Eldorado du crime organisé, et revient à Paris en 1925. La tour Eiffel, construite pour l'exposition universelle de 1889, a perdu de son éclat. Les visiteurs sont moins nombreux et les critiques toujours aussi vives. Pour compenser son manque d'intérêt touristique, Gustave Eiffel tente bien de la rendre indispensable en réalisant de nombreuses expériences scientifiques. Mais en 1925, Gustave Eiffel est mort, et la mairie de Paris, propriétaire du monument depuis 1910, ne sait plus trop quoi en faire. Un article concernant la tour Eiffel interpelle Lustig. Il y lit que la Dame de Fer est un puits sans fond. Elle, qui devait être démontée en 1909, coûte en effet cher à l'État et Rothschild a payé les entretiens. Le journaliste conclut d'ailleurs sous le ton de la boutade en s'interrogeant « Devra-t-on vendre la tour Eiffel ?» L'idée germe alors dans l'esprit de Victor Lustig, qui nourrit depuis toujours une aversion au travail, mais à qui on ne peut nier une grande intelligence. Aux États-Unis, il avait d'ailleurs servi en prétendant vendre des machines à imprimer les billets de banque ou en faisant semblant d'avoir des tuyaux sûrs pour les courses de chevaux avant de s'évanouir dans la nature avec les mises des parieurs qui lui avaient fait confiance. Mais à Paris, mener la grande vie, son argent a fondu rapidement, et il faut donc, à cet escroc amoureux des belles femmes et de l'argent facile, trouver une nouvelle combine. Le plus célèbre monument de la capitale va lui offrir ce qu'il cherche. Avec l'aide d'un complice, Dan Collins, il se lance alors dans une escroquerie hors norme. Victor Lustig se procure ou fabrique des faux papiers à en-tête de la ville de Paris afin qu'une fausse carte d'accès de la société d'exploitation de la tour Eiffel. Après avoir listé les plus gros ferrailleurs de la région, il leur fait parvenir une invitation à 5 ferrailleurs pour une réunion à l'hôtel Crillon, place de la Concorde, le 12 avril 1925, à 2 heures de l'après-midi, en se faisant passer pour un haut fonctionnaire chargé de vendre le célèbre monument.
Une entrevue qui doit évidemment rester secrète, car la tour Eiffel sera démolie et vendue comme ferraille, en leur proposant d'acquérir les 7300 tonnes de métal de la Dame de Fer, qui doit être démontée sous peu. Son aisance, ses manières le font passer pour un personnage tout à fait crédible. Les ferrailleurs en confiance le suivent jusqu'à la tour Eiffel. En avril 1925, les 5 hommes d'affaires convoqués répondent à l'appel dans l'espoir d'acquérir la tour Eiffel et de revendre le métal et de devenir riches. Dans les salons de l'hôtel Crillon, Victor Lustig, mandaté soi-disant par la ville de Paris, présente le projet. L'immense flèche de métal coûte trop cher à entretenir, et l'État a décidé de s'en débarrasser. Pour rendre son arnaque crédible, Victor Lustig propose aux 5 hommes d'aller visiter la tour après la réunion. Muni d'une fausse carte d'accès, il contourne la queue et monte au 3e étage, d'où les ferrailleurs peuvent contempler Paris. Le plus offrant se verra confier son dépeçage et deviendra l'heureux propriétaire des 15 000 poutres, des 2,5 millions de rivets qui composent la tour Eiffel. Seul le président de la République, Gaston Doumergue, et quelques personnalités de haut rang sont au courant, soi-disant. Une transaction qui doit donc rester entièrement confidentielle pour éviter toute opposition publique au projet. Manipulateur jusqu'au bout, Victor Lustig fait jouer la concurrence et promet la transaction au plus offrant. Le plus offrant et le plus naïf sera André Poisson, un jeune entrepreneur qui débute dans les affaires et pense flairer le bon filon. Homme peu sûr de lui, mais désireux de se faire une place dans le monde des affaires parisien grâce à cet achat hors norme. Pour gagner totalement sa confiance, Lustig réclame aux ferrailleurs un dessous de table. Après une rapide visite de la tour et quelques jours de réflexion, Poisson plonge. Convaincu de l'authenticité de la vente, le ferrailleur hypothèque sa maison et fait un énorme chèque à Lustig. Il vient d'acheter la tour Eiffel. Les deux hommes se retrouvent au Crillon, mais cette fois-ci en tête-à-tête, et pour finaliser le contrat. Quand quelques jours plus tard, André Poisson se rend compte de l'arnaque, il est déjà trop tard. Victor Lustig et son complice ont encaissé le chèque et sont partis en Autriche. À quel prix a-t-il vendu la tour Eiffel? Nous n'en savons rien. Poisson, honteux et humilié, ne portera pas plainte, par peur du ridicule, et ne rendra jamais l'affaire publique. Une aubaine pour Victor Lustig, qui quelques années plus tard revient à Paris pour tenter de revendre une seconde fois la tour Eiffel à une deuxième personne. Mais cette fois, l'acheteur étant plus méfiant et dénonce l'affaire à la police. Victor Lustig doit s'enfuir rapidement aux États-Unis, où il continue ses affaires d'escroquerie. Arrêté par le service secret américain, il est envoyé à la prison d'Alcatraz en 1935, où il n'en sortira jamais, car il meurt derrière les barreaux d'une pneumonie en 1947. C'est durant son séjour et son arrêt que l'affaire de la première vente est dévoilée. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 18 avril 1925, au Portugal, on voit la révolte militaire à Lisbonne menée par un mouvement de forces monarchistes, nationalistes, appuyé par l'armée et certains milieux ouvriers pour notamment restaurer Manuel II, qui a abdiqué en 1910. Le 26 avril, Paul von Hindenburg devient président de la République de Weimar. Sa victoire à la présidentielle est aussi celle du comte Wasterp, chef des nationaux allemands qui entend imposer une orientation conservatrice et monarchiste, appuyé par le Steinheim, casque d'acier, mouvement paramilitaire nationaliste hostile au traité de Versailles et au parlementarisme, antimarxiste et antisémite. Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler publie le premier volume de Mein Kampf. Le 11 décembre 1925, les attaques des nationalistes forcent le président du Portugal, Manuel Teixeira Gomes, à la démission. Bernardino Machado le remplace comme président de la République. Fin en 1926, la situation économique, financière et monétaire commence à s'améliorer. Le gouvernement envisage un plan social, mais l'augmentation des impôts nécessaires à le financier provoque la désertion de la classe moyenne. Comme on l'a vu, il est l'un des grands escrocs de l'histoire. L'incroyable affaire de ce faussaire parvenu à vendre le plus célèbre des monuments parisiens, à savoir la Tour Eiffel, à des ferrailleurs et digne d'un scénario de film. C'est aussi la preuve qu'en matière d'arnaque, plus c'est haut, plus ça passe. Mais si cela ne s'était passé qu'une fois, encore. Mais non, Victor Lustig parvient à vendre 2 fois la Tour Eiffel à 2 personnes différentes.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.